Bonjour et bienvenue sur le podcast de Caméo. Ici, on parle de ce qui se passe quand on ne rentre pas vraiment dans les cases. Quand on pense beaucoup, quand on ressent les choses très fort et qu'on a parfois l'impression de vivre plus dans sa tête que dans son corps. Dans cet épisode, j'ai échangé avec Lola Barrière, psychopraticienne, autour des émotions, du corps et de cette idée simple mais essentielle, comprendre ne suffit pas toujours pour aller mieux. On parle de sensations, de signaux corporels, de stress, de charge mentale et de ce que ça change quand on arrête de tout gérer avec la tête. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Lola. Bonjour Julien. Merci d'être là pour le podcast Caméo. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est gentil, moi aussi, ça me fait plaisir de partager ce moment avec toi. Alors, on a une question, on commence tous nos épisodes de podcast par la même question, parce que je pense que ça parle beaucoup aux multipotentiels qui ont du mal à y répondre. Ouais. Et cette question, c'est comment toi tu réponds à la question tu fais quoi dans la vie? Comment tu te présentes en fait à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois? Alors j'avoue que moi je suis assez cliché sur ça, je parle souvent du boulot. Je fais quoi dans la vie? Je suis psychopraticienne. Voilà. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, je suis maman, donc c'est un peu aussi le truc qui vient facilement. J'ai mon cœur de lyonnaise, voilà, qui fait aussi que j'ai tendance à dire que je suis lyonnaise, même si aujourd'hui je vis en Bretagne depuis presque 10 ans maintenant. Donc voilà, mais c'est principalement ça que je répondrai à la question. Ok, donc à la base, tu axes ça quand même par rapport à une étiquette pro. Ouais, j'avoue que c'est souvent les premières questions qui sont plus faciles, je trouve, à poser aux gens, ce qui est dommage, mais bon. C'est vrai qu'il paraît que ça dépend des cultures. Il y a, dans certaines cultures, justement, plutôt, ils vont être amenés à parler de leur passion, de ce qui les intéresse, etc. Et le boulot vient après. Mais c'est vrai que nous, c'est genre un automatisme, quoi. Ouais, tu fais quoi dans la vie? Ben, je travaille, en gros, c'est ça. C'est pour Et ça t'as- aussi que c'est hyper douloureux pour les gens qui sont en reconversion, au chômage ou c'est hyper douloureux parce qu'en fait, du coup, ça te rend. Et même les personnes retraitées ou quoi, des fois, ah bah, je suis retraitée, c'est toujours se coller des étiquettes alors que ça nous définit pas du tout en fait, hein. Ou quand tu as décidé de t'occuper des enfants, d'arrêter de Ouais, travailler, de aussi. t'occuper des enfants aussi, c'est très compliqué. C'est très Ouais, c'est compliqué. ça. Parce que souvent, il y a des raccourcis de ouais, ok, en fait, tu fais rien. Ok, toi, t'as pas eu d'enfant, toi. Ouais, c'est ça. C'est là que tu- Ouais, c'est différent. Ouais, c'est clair. Bon, et qu'est-ce qui t'a amené finalement là par rapport à ton métier aujourd'hui? J'imagine, enfin, tu fais pas ça depuis tout d'un Depuis. coup, depuis que tu es petite, tu t'es dit tiens, je vais faire psychopraticienne ou tu as eu un parcours, j'imagine, Alors ouais, non, non c'est linéaire. rigolo parce que depuis l'âge de mes 12 ans, je me suis dit que je voulais être pédopsychiatre. Donc quand même, on en était pas super loin. Mais du coup, mon parcours, il a été un peu jalonné, j'ai envie de dire, par des échecs, des réussites, etc. Parce que j'ai fait médecine pour être justement pédopsychiatre. Hein, ça m'a pas quitté. Ça, c'était voilà l'envie première. Et du coup, j'ai loupé médecine de 0,01 point ou un truc dans le Ah genre. ouais, ok. Du coup, voilà, bon, il faut s'en remettre. Et je suis allée en droit parce que, et en fait, je trouve que mes choix ont été quand même, avec le recul, pas mal définis par mes proches aussi. C'est que j'avais un parrain qui m'avait, petite, offert un livre de médecine, un livre de droit, enfin d'avocat. Je suis partie en droit, waouh, original. Et donc du coup, en deuxième année de droit directement, et là j'ai par contre eu besoin de revenir à mes premières amours, à savoir la psychiatrie, parce que j'ai fait mon mémoire de droit de la santé sur le régime juridique qu'encadrait la pédopsychiatrie. Donc voilà. Et par contre, ce dont je me rendais compte en droit, c'est que je me voyais pas m'enfermer dans le juridique, enfin ce domaine-là, et j'avais besoin de beaucoup plus, bah, justement, de liens humains, etc. Non pas qu'il n'y ait pas de métier humain dans le droit, attention. Mais voilà, j'avais besoin de beaucoup d'échanges, etc. Et du coup, je suis partie en deuxième master de management. Enfin, je dis ça pour résumer, parce que c'était conduite du changement et en gros direction d'établissement de santé. Et là, pour le coup, j'étais en alternance, et en fait, derrière, j'ai trouvé un poste de responsable qualité et exploitation.
dans des résidences-services gérées pour personnes âgées. Et en fait, clairement, là, j'ai fait du management. Du coup, j'aimais beaucoup cette partie-là. Voilà. Et pourquoi j'en suis arrivée à psychopraticienne, c'est qu'après quelques années, donc du coup, à bosser en tant que manager, à faire du management de projet, etc. Et où là, j'étais déjà pas mal couteau suisse, comme on connaît le terme. Hein. Et ben voilà, à faire du juridique, de la politique, de l'informatique, beaucoup de choses variées. J'ai trouvé l'amour et je l'ai suivi en Bretagne. Et donc, du coup, une fois arrivée là-bas, en télétravail, parce que ma boîte a accepté au départ que je fasse ça. Je précise que c'était avant Covid et que Ok. c'était pas du tout la mode dans cette boîte. Et ben, du coup, c'était vraiment l'exception. Rapidement, on s'est rendu compte que voilà, faire les allers-retours entre la Bretagne et Lyon, c'était vraiment long, fatigant et qu'on n'allait pas réussir à être d'accord sur les horaires. Et donc, du coup, je suis partie. Et là, s'est posé la question de retrouver un emploi. Et donc, j'ai eu des propositions hyper intéressantes, mais où j'étais pas forcément en phase avec les valeurs. Et ça, pour moi, ça a toujours été hyper important. Avec les valeurs, les objectifs, les choses comme ça. Et donc, j'ai refusé. Je n'ai pas forcément retrouvé quelque chose qui me convenait. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas revenir à la psychologie. Et du coup, bah, j'ai cherché. Revenir à la psychologie, par exemple, psychologue, c'était refaire 5 ans d'études ou 4, parce que j'avais le droit à une équivalence, mais clairement, il fallait du temps, de l'argent, et c'était pas forcément évident. Donc, du coup, j'ai opté pour justement psychopraticien, qui n'est pas une profession réglementée, reconnue, mais qu'on peut exercer en toute légalité et où on aide vraiment les gens, donc c'est chouette. Voilà, donc voilà comment je suis arrivée là. Ok. Ah, intéressant. Et tu parlais justement des valeurs, qu'il y avait un désalignement avec tes propres valeurs. Toi, je sais que tu as fait un gros travail justement sur les valeurs et puis tu aides aussi les gens à définir les leurs. Ouais, Est-ce que toi, tu peux nous en parler justement des tiennes, ouais. ouais, de tes valeurs? Alors, bah tiens, regarde, je les ai sous le nez. Non pas que je les Tu les as connais, toujours sous le nez en fait je les ai toujours sous le nez. Ah ouais. Enfin, pas toujours, mais au moins sur mon ordi, du moins. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important parce que ça reste des boussoles en fait internes pour notre prise de décision, etc. Mais aussi, enfin pour moi, c'est vraiment un moteur quoi. C'est ce qui va m'animer, me faire vibrer. Donc ma première, par exemple, c'est le respect. Ensuite, c'est l'amour, la confiance. La joie qui vient en quatrième, enfin voilà, puis après bon, il en découle plein d'autres. Et c'est rigolo parce que si j'avais dû faire l'exercice au départ un peu, j'ai envie de dire, avec mon mental, je pense qu'il y aurait eu l'amour, la famille qui serait revenu beaucoup plus haut. Et en fin de compte, ça y est, mais plus bas parce que enfin, l'amour c'est en deuxième, mais la famille beaucoup plus bas parce que finalement pour moi en fait j'ai un amour de l'être humain de manière générale et justement je trouve que c'est dans le respect, dans la confiance, dans la joie que on crée vraiment cet esprit de famille avec certaines personnes. Pas juste la famille avec laquelle on est, mais vraiment celle que l'on choisit aussi. Et en fait, je trouve que c'est beau de se dire que toute la vie, on peut trouver des nouveaux membres de famille, enfin voilà, petit à petit. Donc voilà, donc pour mes valeurs, c'est ça. Et du coup, je pense que le respect, il va vraiment de pair avec toutes les notions de justice, de liberté. Et du coup, bah, c'est vrai que dans une entreprise, on peut vraiment avoir un écart de vision qui touche pas forcément au respect à la base, mais du coup, Hmm. on découlera ça. C'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, mais moi, je me respecte pas moi si j'essaye de mettre ça en place. Par exemple, un des jobs qu'on m'avait proposé, il fallait créer des centres de santé et on m'avait proposé d'en créer. Au départ, c'était une vingtaine sur la première année. Puis au final, c'était une cinquantaine. Et moi, c'était pas du tout aligné à moi parce que pour pouvoir prendre soin des gens qui allaient bah, faire vivre ces centres de santé, pour pouvoir faire quelque chose qui marche, qui soit pérenne, le niveau de respect, la confiance, ça marchait pas du tout. Quoi. Donc, du coup, bon, je préférais décliner. Et voilà, donc c'est ça, je dirais, sur les valeurs, d'être aligné bah, avant tout avec les siennes, les Mhm. connaître, et voilà, et Ouais.
ensuite, du coup, si on est aligné avec les siennes, plus facilement, on pourra voir que ça ne matchera pas avec une entreprise, une personne ou autre, quoi. Et dans ta pratique, est-ce que tu as l'impression que les gens, de manière générale, connaissent leurs propres valeurs? Non. Sincèrement, pas tant. Alors, ils les connaissent un peu dans le sens, ils vont pouvoir en citer, mais par contre, je pense qu'ils les surévaluent beaucoup et puis, par contre, à l'inverse, il y a aussi des fois des traits de caractère ou, des choses qu'on a pu dire sur eux, qui deviennent des valeurs alors qu'en fait, ça en est pas. C'est-à-dire que ça les fait pas vibrer, C'est pas les leurs peut-être, c'est bah ça? oui, voilà, tu es Ouais. quelqu'un de gentil. Mmh mh. Oui, ma valeur, c'est la gentillesse. Ben ouais, mais non, en fait, ça me fait pas vibrer d'être gentil. Mmh. Ça fait partie de mes caractéristiques, de ma personne, mais ça m'anime pas. Par contre, je sais pas, être généreux, ah oui, là, oui, la générosité, c'est vrai que c'est un truc qui me fait vibrer. Donc ça se rapproche, mais c'est pas tout à fait la même chose et du coup, quand on les aide à définir, ça, bah, c'est chouette parce que typiquement les personnes gentilles, si je continue dans cet exemple, des fois, elles vont se faire bouffer, en fait et Ouais. ça les rend pas heureuses. Donc en fait, une valeur, c'est pas censé, être un poids, voilà, donc si être gentil tout le temps avec tout le monde, c'est un poids, bah, c'est certainement pas que c'est une valeur, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui est pas suffisamment clair. C'est peut-être souvent, enfin souvent, de temps en temps, à leur propre détriment finalement. C'est ça, Ça ouais, ça cache d'autres choses. Tu es gentil avec les autres, mais avec toi-même, tu te fais toujours passer en dernier, quoi. bah, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que moi j'ai tendance à dire, les valeurs, elles doivent être traduites dans les actions. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui connaissent ce terme, mais c'est assez flou pour eux et c'est après des fois ils y accrochent des valeurs qui ne sont pas forcément les leurs. Et nous, on a eu l'occasion d'accompagner quelques entrepreneurs où justement on voulait faire un travail sur les valeurs pour voir qu'est-ce qui portait le projet et quelles étaient les valeurs des personnes qui portent le projet. Et, et on se rend compte que de temps en temps, il y a des personnes qui nous répondent juste pour faire bien, quoi, en fait. Et derrière, on leur dit, ouais, mais voilà, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement qui traduit ces valeurs, quoi. Et de temps en temps, malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, oui, il y a pas grand-chose ou alors des fois ils se rendent pas c'est pas toujours évident à illustrer. Par exemple, j'avais une patiente qui me disait: «Ah bah, moi la justice, je sais que c'est» mais elle me dit: «Mais en fait, je mets rien en place pour la justice». Je dis: «Bah, ça dépend, vous êtes pas obligé, d'être, je sais pas, par exemple, un juge pour, mettre en place, Mmh. la la valeur de justice». Ça peut être, je sais pas, aider les gens, que vous C'est ça. croisez dans la rue qui ont besoin, ça peut être donc des fois, c'est vrai qu'on n'ose pas aussi élargir le mot, en fait. Le mot, c'est juste un résumé d'un sentiment. Je leur dis souvent, qu'est-ce que vous mettez derrière? Parce qu'une personne ne mettra pas forcément la même chose que l'autre. Et voilà. Mais par contre, oui, dans l'action, c'est hyper important. D'ailleurs, moi, je finis toujours le travail sur les valeurs avec les patients par et en fait, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place ou qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour être plus aligné à ça donc oui, action, action, même pour la confiance en soi, enfin sur plein de choses. Quoi. Parce qu'après, quand tu vas sur le réseau, tout le monde est bienveillant, tout le monde est écologique, etc., quoi, tu vois? C'est Donc, ça. c'est un peu la plaie, sur les réseaux. Et toi, si on parle de ton approche aujourd'hui, qu'est-ce qui diffère finalement de ce qu'on imagine souvent, de la thérapie? Alors, souvent justement, je dis aux personnes, alors je sais pas si c'est le fait d'être psychopraticienne, et d'avoir eu une expérience précédente, de manager, enfin en tout cas dans le milieu du travail et tout ça, qui fait que j'ai une approche un peu particulière. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je fonctionne beaucoup avec de la psychopédagogie. Donc, je vais faire des schémas, utiliser des métaphores pour, expliquer les choses aux gens, sur les émotions, sur les besoins, sur, l'amour de soi, sur la communication, sur, tout plein de sujets et à ça de ça vont découler des exercices. Alors je dis toujours: «Attention, on n'est pas à l'école, il y a pas de devoirs, c'est plus pour vous» et voilà. Je dis exercice, mais où c'est des outils en fait. Le but pour moi, c'est de leur construire leur boîte à outils, dans lesquels au départ ils piochent, ils essayent et puis après ils filtrent quoi. Bon celui-là il me sert à rien, je m'en débarrasse, voilà, ça c'est ma trousse à outils à moi, ils s'approprient les choses. Mais du coup, c'est que le but, c'est qu'ils soient le plus autonome possible, le plus vite possible. On sait qu'au début, quand, on commence une thérapie et qu'il y a un beau lien thérapeutique qui se crée, il y a quand même, alors j'aime pas le mot dépendance, mais un besoin en tout cas d'être, voilà, d'en parler à la psy, de faire le point, d'avoir son avis. Mais par contre, justement, c'est de se détacher rapidement de ça
et utiliser les outils pour pouvoir gérer son émotion. Je dis souvent qu'en gros, c'est intéressant de comprendre, mais ça suffit pas. Il vaut mieux aller mieux sans comprendre que comprendre sans aller mieux même parfois. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapies où ça consiste à comprendre le pourquoi. Voilà, moi, des fois, j'aime bien qu'ils ressortent en me disant bon bah comment ah bah tiens, j'ai tel outil et je vais pouvoir voilà. Donc je bosse beaucoup comme ça. Pédagogie, outils, exercices pour qu'ils soient autonomes. C'est super intéressant ce que tu dis, ça me fait penser à un épisode que j'ai écouté, un podcast il n'y a pas si longtemps qui parlait justement d'émotions et qui disait c'est bien de temps en temps de comprendre l'émotion qui t'arrive, mais ça fait pas tout en fait, Mmh. ça résout pas en fait. De temps en temps, Ouais, il suffit juste de la vivre en fait, cette ouais, émotion. tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais moi ça m'a touché en tout cas. Bah, si, c'est ça. Bah, en fait, ce que moi, je travaille avec la méthode MRES, donc c'est, résolution émotionnelle, quoi, en gros. Et en fait, ça part du principe que c'est le corps qui a l'intelligence émotionnelle et du coup, en fait, il faut avant tout accueillir l'émotion à travers son corps. Enfin, de toute façon, c'est pas ça part du principe, comme ça, on a décidé que, hein, c'est réel. L'exemple que je donne tout le temps, c'est la surprise. Je me dis pas: «Je suis surpris» et après je fais plutôt: Ouf, j'ai été surpris. Donc mon corps, il sait avant ma tête en fait. Et donc du coup, mon corps, il comprend beaucoup plus vite que ma tête. Et du coup, quand j'ai une émotion, bah, je la vis dans les sensations physiques, je la laisse faire. Et en fin de compte, des fois, c'est comme si, je sais pas, avec l'émotion, j'ai des œillères et il y a toutes les œillères qui se lèvent et j'arrive à avoir un, comment dire, une vue beaucoup plus d'ensemble, etc. Et le simple fait que ce soit passé par mon corps, sans vraiment que je comprenne ce qui s'est passé, et ben, voilà, je vois la situation autrement, je me sens apaisée, je suis bien, quoi. Donc parfois, il y a même pas besoin d'aller creuser plus que ça. Et c'est le corps qui a compris, mais avec ses propres codes, quoi. Et que notre mental détecte pas toujours, comprend pas toujours. Et à l'inverse, des fois, il y a des situations où le corps, il va aider à apaiser un peu, mais par contre, derrière, on a besoin d'approfondir. Et dans ce cas, on pourra refaire appel à notre mental. Mais si on le fait dans un premier temps, ça a plutôt tendance à amplifier l'émotion qu'à résoudre le sujet, quoi. Enfin, le message qu'elle cherche à nous faire passer. Mmh. Parce que ce que je me dis, c'est que l'émotion en soi, elle est pas douloureuse. Ce qui est douloureuse, finalement, c'est plutôt le fait de résister à une émotion qui t'arrive. Tu vois? L'émotion, elle t'arrive, c'est pas des choses qui sont contrôlables. Elle arrive, elle t'arrive. Mais le fait de se dire, tu vois? Je vais pas pleurer, je suis en public, et cetera. C'est ça qui est douloureux. L'émotion en soi, si tu te laisses aller parce que tu es dans un environnement où tu estimes que tu es OK, et cetera, qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors oui, le seul truc, c'est que, en gros, moi, ce que je dis souvent, je commence souvent la séance quand on parle des émotions sur si je vous dis qu'une émotion, elle est jamais négative, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens disent toujours qu'ils sont pas d'accord parce Ah que ouais. bah, justement, pour eux, la tristesse, la peur, la colère, tout ça, c'est négatif, que ce qu'on ressent, c'est douloureux, que les conséquences peuvent être négatives, enfin voilà. Et en fait, je dis toujours non, une émotion, elle peut être agréable ou désagréable. Donc peut-être c'est ça qu'on peut lier à douloureux et selon l'intensité, ben, le Mmh. désagréable peut devenir douloureux ou pas. Mais par contre, elle est toujours positive parce qu'elle cherche toujours à vous faire passer un message de ce qui est bon pour vous, donc justement de vos besoins. Donc c'était de la nuance que je mettrais. Et puis après, sur l'aspect douloureux, moi je distingue aussi une émotion de ce que j'appelle des schémas émotionnels perturbateurs. Comme par exemple, si je prends une émotion, ça va être la peur, alors qu'un schéma émotionnel perturbateur, ce serait l'angoisse. Bah, l'angoisse, c'est pas une émotion en tant que telle, c'est un schéma, mais Mmh. malgré tout, ça peut avoir des dimensions assez douloureuses au niveau de la respiration, au niveau du cœur. Voilà, ça peut faire le cœur comprimé. Donc parfois, c'est ce qu'ils mettent dans le côté douloureux. Mais là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que plus je vais accueillir, plus je vais laisser faire, moins finalement ce sera douloureux parce que mon corps, justement, il a cette intelligence normalement de digérer son truc à sa manière. Moi, je compare souvent le fait d'accueillir ou de digérer les émotions comme la digestion d'un aliment. Mmh. Normalement, si tout va bien, quand je mange, mon système il digère pendant 24, 48, 72 heures et
Ça me demande aucun effort et mon corps, il sait faire, quoi. Et je me dis pas: «Tiens, il est en train de, broyer, il est en train de filtrer, il est en train» non, pas du tout, quoi. Et bah, du coup, pour les émotions, c'est le même principe. Si je lui fais confiance et que je laisse faire, c'est vrai que c'est beaucoup moins douloureux que quand je lutte contre, quoi. Moi, j'ai l'impression que parfois, le mental, en fait, il nous sert à éviter les émotions plutôt qu'à les comprendre, tu vois? Ah oui, ça, c'est clair. Ouais. Voilà, c'est genre, non, Le couvercle, j'appelle souvent ça le ouais, couvercle, ou tu mets un je couvercle dessus, ouais. boycotte, ou je refoule les émotions, quoi. C'est Mmh. complètement ça. C'est qu'en fait, alors, soit il va nous par exemple, si j'ai une émotion désagréable, très souvent, enfin, mais c'est pas très souvent, c'est mes pensées, elles ont tendance à être négatives. En plus, on a un biais plutôt négatif du cerveau, donc du coup, si je pense au passé, je vais avoir tendance à avoir des pensées négatives, je rumine, ou je me refais le film, je culpabilise, je regrette, et cetera. Et puis si je pense à l'avenir, je l'anticipe de manière négative: «Ça changera jamais, ce sera toujours pareil, j'y arriverai pas», ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça fait qu'amplifier, l'intensité de l'émotion. Et par contre, et là où du coup ça va complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est que souvent, au bout d'un moment, on se dit: «Bon allez, je vais essayer d'être positif, de rationaliser, de relativiser», et en fait, là, c'est le piège. Je dis souvent aux gens: «Ça peut ne plus bouger, si je prends une bulle, en fait, qui est comme mon émotion comme ça bouge plus, ou alors je peux avoir l'impression que ça diminue un peu, mais ça diminue jamais autant et ça diminue à très court terme». C'est-à-dire que je me rassure quelque temps, mais en fait, dès que je suis reconfrontée à l'émotion, boum, ça repart pareil. Mais en fait, souvent, c'est plutôt un piège, ça fait plutôt boum, comme ça. Mmh. C'est-à-dire que l'exemple typique que je prends, c'est si j'ai peur d'une araignée et qu'une personne vient me dire ah non, mais t'inquiète, la petite bête, elle a jamais mangé la grosse, donc il rationalise, ça n'a jamais fait moins peur à quelqu'un qui a peur des araignées. Ouais, c'est comme l'avion. Non, mais t'inquiète pas, il y a pas autant il y a plus d'accidents sur la route, et cetera. Non, non, C'est tu ça. fais Mais en peur, fait, ça tu sais, amplifie le truc parce que soit on va se sentir nul et se dire: ouais, «Ah en plus. mais en plus j'ai peur d'une petite bête», soit, ça va nous mettre en colère en disant: «Ah mais tu sais très bien que j'ai peur des araignées, je sais très bien que c'est ridicule, mais on s'en fout, tu pourrais m'aider plutôt que» enfin voilà. Et donc du coup, il va y avoir vraiment ce système, là. Et en fait, ça paraît assez naturel quand c'est quelqu'un d'autre qui rationalise, et sauf que c'est et la même chose quand c'est nous-mêmes, et sauf que c'est hyper insidieux. Et donc du coup, on se met une forme de pression, on met un couvercle dessus en se disant: «Mais non, ça va aller, arrête, ça va se passer pareil», ou «Si je fais ça, ça va bien se passer». Mais en fait, l'émotion, elle est là, elle a besoin d'être là et c'est pas pour rien. Et donc du coup, ben, le mieux, c'est justement de faire confiance à son corps pour la digérer, et ensuite on pourra rebasculer sur la tête s'il y a quelque chose à traiter en particulier, d'approfondir. Mais du coup, je dis souvent, en gros, c'est comme si vous aviez une serrure dans la tête avec une clé dedans, et votre clé, elle est toujours sur la tête. Il faut la tourner, dire non, là c'est le corps. Donc vous allez avoir des pensées, et je leur dis, bah écoutez, pas tout de suite. Moi, je les appelle les filles, mes pensées. Je dis, les filles, pas tout de suite, laissez-moi tranquille. Je regarde ce qui se passe dans mon corps, et elles essayent de parler, 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 hein, mais non, 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 taisez-vous, là, j'essaie de voir ce qui se passe dans mon corps. Et ensuite, je pourrais rebrancher sur la tête, mais dans ce cas, j'aurais déjà digéré quelque chose, donc ce sera beaucoup plus utile, et j'essaierai pas de me convaincre que, quoi. Voilà. Donc oui, le mental, il nous dessert dans un premier temps avec les émotions. Et ça me fait penser, tu vois, comme je te disais avant qu'on commence le podcast, j'ai repris le sport assez pas intensément, entre guillemets, ces dernières semaines. Et j'ai la chance d'avoir un super coach qui m'aide beaucoup et qui me challenge. Et lors des premières séances, il me disait: «Vas-y Julien, coupe le mental, ton corps il sait quoi faire. Ton mental il te dit ok, ton corps machin t'en peux plus, mais ton corps il sait en fait». Et c'était vachement intéressant parce qu'effectivement quoi, quand tu coupes le mental qui dit j'en peux plus, il faut que je pose de trucs, je suis fatigué, etc. Et ce qui est marrant, c'est que lui, on a parlé d'une problématique à laquelle il faisait face, et je lui ai dit: tu te rappelles la première chose que tu m'as dit lors des premières séances? J'ai envie de te dire la même chose en fait. Coupe le mental, ton corps il sait en fait. Tu Ouais. sens qu'il y a quelque chose qui est pas bon pour toi dans cette situation-là. Mmh. Et Mais alors, il il a t'a souri, donné tu une vois, il a dit: astuce pour couper le mental? «Hein?» Il t'a donné une astuce pour couper le mental? Parce que c'est ça aussi qui peut être difficile pour les gens. Heu, beh, ouais, d'écouter son corps, de faire confiance à son Mmh. corps, de se concentrer sur le mouvement aussi. Ouais, De se concentrer sur l'instant ouais, de bien faire le mouvement du mieux que tu peux en fait. c'est Tu vois? ça. Et d'arrêter de réfléchir en train de se dire: «OK, j'en peux plus, là, il faut que je pose, je suis épuisé», et cetera, quoi, tu vois? Surtout quand tu es accompagné, enfin, tu peux faire ça en plus quand tu es bien accompagné de quelqu'un qui prend soin de toi en disant: Oui, «OK, vas-y, là, ça va» et ou qui quoi. veille aux bonnes postures, au bon Voilà. ouais. C'est ça. Et moi, il y a un truc que j'utilise pas mal si on n'est pas dans un truc de forcément de mouvement ou quoi, c'est le VACOG, donc les 5 sens. En gros, je leur dis: «Ben, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de taper à votre clavier, ou vous êtes en train de charger des trucs, ou peu importe, vous faites votre vie, votre boulot, vous vous occupez de vos enfants. Vous vous arrêtez et vous
faites attention à vos 5 sens. Donc, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens sur ma peau? Et en fait, ça vous plonge dans l'instant présent Mm. et ça coupe le mental. Et en fait, ça vous montre à quel point il y a un champ des possibles qui s'ouvre. Non, mais je sais pas, c'est un truc Ouais. assez magique. C'est aussi ce qu'on travaille en pleine conscience, par exemple, pour les gens qui font de la méditation ou quoi. Il y a vraiment ce truc-là de retour aux 5 sens, donc forcément à l'instant présent. Vos 5 sens, ils ne travaillent pas à mouliner dans le passé ou dans le futur, ils sont là maintenant. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose quand il te dit de faire attention à ton mouvement. Bah, du coup, c'est ce côté kinesthésie, je vais y arriver, Mm. qui se met en jeu, quoi. C'est super intéressant parce que ça fait 2 fois que tu cites justement le passé et le futur et c'est vrai que Ouais. les problèmes, en fait, enfin, si tu zappes tu arrêtes de penser à ton passé, Mm, tu arrêtes de te projeter dans le futur, là, à l'instant présent, là, est-ce que tu as un mm. problème? Bah ouais, non, mais c'est ça. Tous les problèmes qu'on se fait viennent soit de quelque chose qui nous est arrivé dans le passé, soit des projections qu'on va se dire: «Ah, ça va mal se passer, il va falloir que je fasse ça» et cetera. Mais à l'instant T, en fait, c'est Bah OK, ouais. en fait. Et Et c'est tellement difficile, tu vois? Et comme tu dis, ça aide tellement, tu vois, de se concentrer sur les sens quand justement ton cerveau, il part dans tous les. ben, en fait, je parle beaucoup du passé et du futur parce que c'est justement, comme tu dis, c'est ça les sources du problème. C'est-à-dire que à l'instant T, la personne, elle respire, elle a par exemple, elle a un travail ou alors elle a son chômage ou alors elle a fait un choix. Enfin voilà, mais ça va quoi. Mais c'est oui, mais si je trouve pas de travail justement, ou si je trouve pas ce que je veux faire parce que là tout de suite je sais pas. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Alors après, c'est bon, on parle de ça quand il y a rien de particulier. C'est sûr que si la personne elle vient de vivre un deuil, si elle là tout de suite, ça peut être quand même douloureux, hein. Mais du coup, c'est vrai que en tout cas, le passé et le futur, ils vont plutôt charger si c'est douloureux, ça va faire qu'amplifier les choses. Par exemple, on parle de douleur, si on prend justement le schéma de la vraie douleur. Donc, je sais pas, j'ai des problèmes de dos, j'ai une douleur au dos. Et ben, le problème, c'est que la douleur, elle est plus forte si je pense à mon passé, parce que je me dis, ah bah, la dernière fois que j'ai fait une crise, c'était absolument atroce, voilà. Donc là, boum, je me prends ça en plus, alors que j'ai mal, mais j'ai pas autant mal justement que quand j'ai eu une crise. Et puis si je vais dans l'avenir, et si à nouveau je faisais une crise, voilà, c'est ce truc en fait. Donc c'est cette charge qui vient s'accumuler là maintenant, alors que là maintenant j'ai mal, mais j'ai pas mal à 10 sur 10 comme j'avais, et c'est pas parce que je me dis que je vais avoir mal à 10 sur 10 que j'aurai forcément mal à 10 sur 10. Et souvent, bah, ça amplifie les choses. Donc ça, c'est sur de la douleur par exemple physique. Il y a aussi d'un point de vue psychique. Par exemple, la charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale. Souvent, on est encore dans une époque où c'est la femme qui porte plus la charge mentale, sans faire de clichés, c'est pour ça que je dis souvent. Mais du coup, c'est vrai que c'est souvent la fuite en avant perpétuelle qui va créer la surcharge. C'est pas là maintenant à quoi je dois penser. C'est ah, il faudra que je pense aux devoirs des enfants. Ah, il faudra aussi prendre rendez-vous chez un tel. Ah, et si, et ça, il faudra qu'on. Et donc, en fait, là, boum, l'avenir vient peser beaucoup. Et en même temps, si j'anticipe rien, des fois, je me trouve dans la galère là maintenant. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre. Et puis, pour l'avenir, bah, c'est essayer de trouver des outils, là encore, qui vont m'aider à ne pas me surcharger. Donc, souvent, les gens, ça va être la to-do list. Bon, il y a des bons et des mauvais côtés. Je rentre peut-être pas dans ce sujet-là, ce serait l'objet d'autre chose. Mais voilà. Et par exemple, dans le passé, moi, j'explique souvent que les émotions, elles ont leur source, en fait. C'est comme un arbre. Vous avez les fruits ou les fleurs de l'arbre, là, c'est l'actualité. Mais il y a des brindilles, des branches, un tronc et des racines qui sont communes, en fait. Et sans qu'on le sache, quand on prend des fruits différents, et ben en fait, elles ont une même racine et qui est très profonde. Donc, à l'instant T, je vis quelque chose comme très douloureux, alors que si je me concentre vraiment sur le présent, ça l'est pas tant que ça. Mais c'est le poids du passé qui vient se greffer. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur ces aspects-là, passé, avenir,
allégeant, en mettant plus de légèreté, en prenant des apprentissages, en ayant des outils et puis pouvoir du coup se concentrer davantage sur son présent et que ce soit des ressources en fait, pas des poids supplémentaires. Ce travail sur le passé, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin nous sur lequel on appuie, lorsqu'on propose le parcours, chez Cameo, parce que ça nous semble essentiel justement de redéfinir. Souvent, on se retrouve face à des gens qui ont l'impression d'avoir toujours fait des mauvais choix, en fait. Se dire: «Mais en fait, si je change tout le temps de travail, c'est que j'ai fait que des mauvais choix, en fait. C'était toujours des mauvais choix, quoi». Et redonner une nouvelle signification à ça, parce que ces choix-là, ils ont été faits pour une certaine raison, en fait. On les a pas faits au hasard, tu vois? Parce que, tu vois? Il y a toujours derrière, ça donne des informations pour pouvoir, s'en servir pour, dessiner un futur qui est peut-être, plus, aligné avec, la personne qu'on a envie d'être. Oui et puis là encore, en fait, le choix qu'ils ont fait, ils l'ont fait à un instant T et donc Mmh. ils n'avaient pas les éléments qu'ils ont, 10 ans Et après, ouais, avec le c'est ça. recul et voilà. Donc Mmh. en fait, plutôt que de passer, beaucoup de temps à les regretter, à se dire: «Et si j'avais fait tel choix plutôt que quelle vie j'aurais eu?» bah, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui» voilà, comme tu dis: «Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, dans tout ça?» quoi Ouais. et du coup, c'est vraiment utiliser, le passé pour mieux se comprendre, et pas, être dans une dynamique de regret. Nous, justement, dans la communauté Cameo, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, Mmh. vraiment dans ce terme. Parfois, c'est comme, on le sent, hein, quand on a des discussions avec et puis moi, j'en fais partie aussi, hein. C'est comme si c'était une étiquette qu'on se collait, qui soulage d'un côté, mais qui, d'un autre, en fait, ça fige un peu. Ça renvoie à une forme de décalage constant par rapport aux gens qui t'entourent. Toi, tu accompagnes beaucoup de personnes, sensibles et complexes d'après enfin, Ouais, c'est ouais, comme non ça que tu communiques, en tout cas, par rapport à ta pratique. mmh. Comment tu vois ce lien justement entre l'émotion, l'hypersensibilité et le besoin de connaissance de son fonctionnement? J'aime pas trop justement mettre des étiquettes parce que souvent les Mmh. gens ils s'enferment dedans. Alors l'avantage en tant que psychopraticienne, c'est que je pose pas de diagnostic, donc comme ça j'ai pas besoin d'avoir des étiquettes. Pour autant, parfois, c'est intéressant de pouvoir, justement cibler qu'il y a de la multipotentialité, de l'hypersensibilité, de je sais pas, on peut être au potentiel, TDAH ou je sais pas quoi, pour mieux se comprendre. Mmh. Mais justement, je trouve que c'est important de prendre ce qui nous permet de mieux se comprendre et de se débarrasser du reste et de dire: «Oui, mais Ouais. par contre, je suis pas obligé d'être le cliché de, voilà». Et sur l'hypersensibilité, en fait, justement, moi, je détaille souvent les émotions, comment elles fonctionnent et donc il y a 5 dimensions, dont une qui est l'intensité. Donc c'est vraiment, en fait, comme un thermomètre ou un émotimètre, du coup et forcément, plus l'intensité va être élevée, moins je vais avoir le sentiment d'être dans le contrôle, en fait, de gérer mes émotions. Alors j'aime pas trop l'idée de contrôle parce qu'on est dans un monde où on veut toujours tout contrôler, mais en tout cas, voilà, avoir un peu de maîtrise de soi et de ce qui se passe. Donc si, par exemple, je prends la peur au milieu, de l'émotimètre, ça va pas être pareil d'être tout en bas, inquiet, préoccupé, que d'être tout en haut, effrayé, tétanisé, voilà, paniqué. Et du coup, pour moi, les personnes qui ont une grande sensibilité ou de l'hypersensibilité, c'est que soit elles vont avoir une vitesse de de montée dans le thermomètre qui est vraiment plus rapide que les autres, soit, elles vont être leur 0 du thermomètre va être peut-être à 3. C'est-à-dire que voilà, il va être plus élevé que chez quelqu'un d'autre. Mais par contre, leur fonctionnement sur les émotions, il est exactement le même que tous les autres. Donc, en soi, c'est aussi voilà, quelque part, se déculpabiliser ou ne pas se dire: «Bah, moi, je suis pas normal ou je fonctionne pas». En fait, je fonctionne comme tout le monde, simplement, voilà, ça monte vite ou ça part d'un peu plus haut et donc, juste, je dois, peut-être, d'autant plus, résoudre des émotions, je sais pas, alors on a une centaine d'émotions par jour. Je dis pas qu'il faut faire, 100 résolutions émotionnelles, sinon on n'aurait pas le temps de gérer tout ça. Mais dès qu'il y en a une un peu notable, ben, c'est vrai que j'encourage les gens à le faire. Et bah, du coup, chez quelqu'un qui a une hypersensibilité, bah, peut-être en faire un petit peu plus que d'autres. À savoir que, par exemple, la méthode MRES que j'utilise, c'est un réflexe inné qu'on a. Enfin, c'est quelque chose qui est déjà là à la naissance, mais c'est plutôt qu'on a désappris à le faire. Parce que justement, si on est en colère, on nous dit mais toi pas en colère, c'est mal poli. Si on pleure, on dit non mais pleure pas, c'est les faibles. Alors je prends des exemples un Mmh. peu brutals, mais c'est un peu ce que certains vivent dans l'enfance, ou c'est la honte, ou voilà des choses comme ça. Et donc du coup, on nous empêche de vivre nos émotions et on désapprend à se connecter à notre corps à ce moment-là. Donc les personnes qui ont de l'hypersensibilité, bah, plus elles vont essayer de résoudre les choses en faisant à nouveau appel à leur corps,
plus ça va redevenir un réflexe et elles auront voilà, cet outil qui sera une aide précieuse dans leur gestion émotionnelle au quotidien, quoi. Et un sentiment d'avoir un peu plus de maîtrise de soi dans ces moments-là. Alors, ça fait 2 fois que tu nous cites justement la méthode que tu utilises. Est-ce que tu peux Ouais. nous en dire un peu plus? Oui, alors en fait, donc moi, quand j'ai décidé de m'intéresser aux émotions, je connaissais la méthode Tipeee, donc c'est le traitement des peurs inconscientes, grosso modo. De cette méthode en a découlé une autre qui s'appelle la méthode MRES. Et la méthode MRES, elle découle aussi d'hypnose, ou enfin de plein d'autres méthodes. Et donc ils sont plusieurs. Alors moi, celui qui m'a formé, c'est le docteur Jacques Fumex, qui est gastro-entérologue. Alors je le dis parce que, par exemple, on sait quand même que les intestins, c'est un peu le deuxième cerveau émotionnel. Et du coup, en tant que gastro-entérologue, je pense qu'il devait rencontrer énormément de gens qui ont ce qu'on peut appeler des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire qu'en fait, on voit rien aux images, on voit rien aux examens, et pour autant, les gens vont mal. Alors moi, j'aime pas trop catégoriser psychosomatique parce que souvent, quand les médecins s'affluent, ils disent c'est dans votre tête. Et je trouve ça hyper culpabilisant, alors qu'en fait, bah, de toute façon, c'est toujours dans notre tête et dans notre corps. Enfin, voilà, les deux sont hyper Ça ne peut pas être ailleurs, hein. liés. Ouais, non, mais voilà, enfin, de toute façon, c'est, voilà. Si demain on se casse le coude, a priori, la douleur et la gestion de la réadaptation, non, pas réadaptation, Mmh. bref, va se faire aussi grâce à la tête. Donc en fait, les deux sont très liés. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans des spécialités comme ça, on y est encore plus confronté que dans d'autres. Et du coup, bah, lui, il avait justement à cœur de pas dire à ses patients c'est dans votre tête, et de pouvoir vraiment leur proposer quelque chose. Et donc, bah, en explorant toutes ces pistes, ils ont créé cette méthode. Et, euh, et donc, du coup, voilà, moi, j'ai été hyper sensible à celle-ci parce que le protocole, il est simple, on peut l'apprendre facilement. Et justement, vu que je fais pas mal de psychopédagogie, je voulais vraiment avoir quelque chose à apprendre aux gens pour qu'ils puissent le faire tout seuls, et qu'il soit aussi doux. Parce qu'il y a plein de méthodes qui sont géniales, mais qui demandent de se reconfronter. Par exemple, si quelqu'un vit un traumatisme, ben, au moment le plus traumatisant. Mmh. Et moi, je voulais pas forcément ça parce qu'il y a des personnes, sincèrement, elles ne peuvent pas. Et puis si c'est pour décompenser derrière, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, dans un cadre bien spécifique, ça peut se faire, mais en cabinet libéral, comme ça, je trouvais ça chouette d'avoir une méthode qui permettait de partir de notre actualité et justement d'aller aux fameuses racines dont je parlais tout à l'heure. Donc en gros, cette méthode, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. J'ai une émotion, donc alors je peux le faire sur les agréables et j'encourage les gens à le faire sur les agréables parce que ça stocke les ressources, mais je vais prendre l'exemple plutôt d'une émotion désagréable. J'ai une émotion désagréable, je vais m'isoler, fermer mes yeux, identifier ce qui se passe dans mon corps. Donc quand je dis ce qui se passe dans mon corps, c'est mes sensations physiques, par exemple les larmes, la gorge nouée, le cœur qui palpite, la respiration, le chaud, le froid, des tremblements, toutes ces choses-là. Et je vais donc identifier ces sensations, les laisser faire. Donc quand on dit les laisser faire, c'est les laisser faire, c'est pas chercher à les couper, à ce qu'elles disparaissent plus vite ou des choses comme ça. C'est vraiment laisser faire le corps avec sa propre intelligence. Et une fois qu'elles ont disparu, je réouvre mes yeux et je vérifie justement comment je me sens. Donc ça paraît à la fois tout bête, en même temps complexe, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des difficultés, soit à penser à le faire, soit à ressentir les sensations, parce qu'ils sont très coupés de leur corps, soit bon, voilà, il peut y avoir des difficultés, mais par contre, il n'y a pas d'effet secondaire, donc j'encourage tout le monde à être curieux, à essayer de se dire, bah voilà, à l'instant T, je me sens pas bien, tiens, c'est où dans mon corps, plutôt que tout ce que je pourrais mettre en pensée dessus, quoi. C'est intéressant, c'est vraiment finalement laisser l'émotion te traverser physiquement et peut-être avec un esprit de curiosité Oui, pour voir en fait qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps à ce moment-là, quoi. c'est ça. Après, Sans juger parce que enfin il y a ça aussi qui est pas évident. ouais, tout à fait. Et justement, alors c'est peut-être ce terme curiosité aussi qui a fait que je me suis tournée vers cette méthode. Alors je pense qu'en tant que multipotentiel, on peut tous dire qu'on est un peu curieux. Alors moi, je suis pas du tout curieuse de tout ce qui est potin et tout, mais mais, mais je me définis comme quelqu'un qui est passionné de la vie, en fait. Souvent, justement, on parlait tout à l'heure de se présenter. Il y a des gens qui vont avoir une passion ou des passions. Moi, j'ai toujours dit, bah non, moi, j'ai pas de passion, je suis passionnée de la vie, quoi. Et j'ai besoin de découvrir, et puis bon, je peux m'ennuyer et puis changer, mais n'empêche que je vais toujours avoir soif, voilà, d'apprendre, de trouver des choses nouvelles. Et donc du coup, ben, je trouve que c'est chouette de présenter ça aux gens comme presque comme un jeu. Ça va pas, bah amusez-vous à regarder ce qui se passe dans votre corps, un peu comme si
on se mettait de côté et puis voilà, on regarde. Plutôt que d'être voilà dans le mental qui remue tout ça et voilà et justement qui peut aussi juger est-ce que c'est normal, est-ce que c'est si par exemple quelqu'un qui fait une crise d'angoisse donc c'est pas une émotion là encore hein, c'est un schéma émotionnel perturbateur mais il va vraiment souvent il y a cet effet hyper paniquant en fait d'avoir le cœur qui palpite. Certains se disent je fais une crise cardiaque en fait je peux plus respirer mais en fait, si justement on a appris à redonner de la place à son corps, à lui faire confiance et tout ça, et ben on fait un petit pas de côté. Oula, bah le cœur il s'emballe. Bon, ok, très bien. Bon, ben la respiration elle est un peu coupée. Ok, on va voir jusqu'où ça va. Et voilà, on laisse faire. Et puis en fait, il y a un moment donné où certes c'est désagréable, mais le corps il va pas s'auto-asphyxier. Donc il y a un moment donné où il va faire ok, bon bah il a repris son souffle quoi. Et puis voilà. Et donc c'est beaucoup plus sain que si j'essaye de le contrer quoi. Mais souvent, c'est le mental qui nous empêche de faire cet exercice-là, de faire un pas de côté pour s'auto-analyser, en fait, de se dire, ok, enfin, même pas analyser, mais vivre la chose, en fait. C'est le mental qui part dans tous les sens, dire, mais là, je suis en train de faire un truc, c'est pas possible, etc., quoi. Et moi, finalement, c'est vraiment ça. Enfin, moi, à la base, qui tout de suite m'empêche de faire un exercice de respiration, etc., c'est de me voir, en fait, tout de suite partir dans ces schémas de pensée, revenir, me revoir partir encore une nouvelle fois dans le schéma de pensée alors que je me suis dit ok non mais là je suis pas obligé de poursuivre en fait cette pensée là me revoir plusieurs fois en fait. Ah mais le mental il est super fort. Le mental est super fort ouais. Surtout quand tu as pris l'habitude finalement de lui laisser une importante place quoi. Souvent dans ta tête quoi. Et c'est marrant parce que alors on pourrait parler et je pense qu'on fera d'autres épisodes sur les émotions, on va aussi parler peut-être des besoins, éviter aussi que cet épisode fasse 2 heures, 3 heures de long, parce qu'après, nous, ça nous dérange pas, mais pour les personnes qui vont voir ça, ils vont se dire, oh là là, est-ce que vraiment je vais me prendre 2 heures? Quoi que ça nous dérange pas, moi je vais avoir besoin de manger à un moment donné. Effectivement. Mais en tout cas, voilà, on pourra en faire un épisode, et puis surtout, n'hésitez pas à nous dire aussi, hein, si jamais il y a des thématiques que vous voudrez qu'on aborde avec Lola. Mais à un moment, tu as dit un truc intéressant, parce que Avril, dans l'équipe aussi, nous disait, moi, j'ai pas de passion, ok, je peux parler sans intérêt, etc. Et toi, tu as utilisé la même formulation. C'est ça qui m'a tiqué, en fait. Moi, je dis souvent que je suis quelqu'un de passionné, donc il y a plein de passion. Et il y a des personnes comme Avril et toi qui, au contraire, disent, non, mais moi, je suis pas passionné, en fait. J'ai des centres d'intérêt, ok, mais moi, ça me parle pas, ces passions. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu ces deux écoles, tu vois, dans la communauté des multipotentiels, où il y en a qui disent, mais moi, je suis multipassionné, ça me parle, etc. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi, ça me parle pas du tout comme terme, multipassionné. Moi, je suis passionné de la vie à la limite, si vous voulez, mais... Bah, c'est ça. Mais en fait, je pense que ça dépend ce qu'on met derrière la passion. Moi, c'est vrai que je trouve que dans la passion, il y a un truc assez dévorant, en fait, qui peut potentiellement glisser et prendre beaucoup de place sur le reste. On le voit, par exemple, quelqu'un qui va être passionné de trail, bah, il va courir des heures et des heures et des heures, et c'est toutes ces heures qu'il va pas passer, je sais pas, avec sa famille ou pour sa maison ou avec... je sais pas, ou à faire des activités diverses. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai pas ce truc dévorant. Au contraire, j'apprécie d'avoir un équilibre du temps de trouver du temps pour plein de choses. Pour autant, quand je vais faire de la peinture, je peux peindre un week-end, une semaine entière. Par exemple, là où j'ai eu une passion, mais une passion éphémère, c'est quand j'ai écrit un roman et je me suis éclatée. Et je me rappelle, c'était drôle parce qu'au début, j'ai voulu le dire à personne, même pas à mon conjoint. Et donc, je travaillais pas. J'ai fait ça justement entre le moment où j'ai arrêté mon ancien job là et que j'ai décidé de me reconvertir. Et du coup, en un mois, j'ai écrit un roman, genre 380 pages. Et du coup, je sais pas, j'écrivais 6 heures par jour et puis mon conjoint il rentrait, il me disait mais je dis oh là là ça passe vite et il me disait mais comment ça passe vite, j'ai l'impression que t'as rien fait quoi. Non bah oui voilà. Et pour le coup je voyais pas le temps passer. Et pareil quand j'avais fait de la sculpture sur argile, les mains en contact avec la terre, créer quelque chose, je faisais des nuits blanches, je mangeais plus, mais c'est des passions voilà éphémères. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend de la définition qu'on en a. Moi, je trouve que souvent, les gens qui ont une patience, ça prend beaucoup de place sur beaucoup de choses. Et justement, des fois, les personnes autour peuvent aussi en souffrir. Il peut y avoir ça aussi dans le côté passionné. C'est que ça a un peu
c'est un peu centré sur soi, quoi. Et c'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement du tout, mais il peut y avoir ça. Et les personnes elles-mêmes peuvent parfois en souffrir, hein, parce que justement, elles n'arrivent pas à trouver l'équilibre. Donc peut-être que c'est dans... Enfin, moi, en tout cas, c'est cet aspect-là qui fait que je parle pas de passion. Mais sinon, forcément, la peinture, l'écriture, c'est des choses qui me passionnent. Mais voilà. Disons qu'il y a ce côté éphémère, mais je pense qu'il parlera à beaucoup personnes de la communauté, parce que les personnes souvent qui le vivent mal, cette multipotentialité, c'est qu'ils ont du mal avec ce côté éphémère, en train de se dire, ben, en fait, je vais jamais au bout des choses, en fait. Je commence des trucs, mais est-ce que je suis arrivé à la fin? Tu vois, par exemple, je reprends ton exemple, mais tu n'es pas obligé de me répondre. Tu as écrit un roman, Ouais. tu peux te poser la question, est-ce que c'est terminé? C'était juste l'expérience d'écriture qui était intéressante, ou en fait j'ai un goût d'inachevé parce que je ne l'ai pas publié ce roman et j'ai envie de le partager, tu vois? J'ai les deux. C'est vrai que sur le moment, c'était vraiment l'écrire, me faire plaisir. Et tu vois, c'était donc en 2019, fin 2019, début 2020. Donc là, maintenant, ça date. Et tu vois, cette année, justement, c'est comme ça que je t'ai rencontré, avec le parcours caméo, multipotentialité, tout ça. Je sentais que j'avais un truc inachevé, une sorte de procrastination. Et je pense qu'en fait, c'est un des trucs qui est vraiment ressorti, c'est que mon livre, c'est un des trucs qui m'a le plus emporté, passionné dans ma vie. Et je me dis, bah, c'est dommage en fait de ne pas partager ça. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup derrière d'autres choses qui se greffent, hein, sur l'écriture d'un roman. Il y a certainement un syndrome de l'imposteur, de est-ce que je suis légitime, voilà. Surtout que par exemple, c'est pas quelque chose que j'ai écrit sur des thématiques que je connais. C'est vraiment, j'ai écrit un roman imaginé, voilà. Et donc, il y a tellement de gens talentueux que on se dit bon, voilà, est-ce que ça susciterait l'intérêt? Mais là, ça y est, maintenant, je suis convaincue, j'ai envie d'en faire quelque chose. Donc, sous quel délai, je ne sais pas, mais au moins, je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de ça. On pourra en parler, pareil, tu vois, le syndrome de l'imposteur, parce que tu disais, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents, qui ont déjà écrit, etc. Mais ce qui est marrant, c'est de se dire qu'en fait, ils sont passés, ils continuent à passer exactement par ce même syndrome, parce que syndrome de l'imposteur, tout le monde est un imposteur, parce que quand tu es en face d'une problématique, c'est que tu n'as forcément pas les solutions. Même un expert qui a fait ça toute sa vie, si c'est un problème, c'est qu'il faut qu'il cherche. Donc, à la base, c'est un imposteur. On est tous, tu vois. Donc, c'est ça qui est marrant de se dire. Et il y a beaucoup d'écrivains célèbres qui, tu les vois galérer, c'est vrai. On dit à chaque fois, c'est un accouchement, quoi. Tu vois, c'est un truc, Ouais. c'est lourd, quoi. Tu vois, ils viennent, etc. Mais alors que ça fait le 30e bouquin qui sort, tu vois. Donc, non, voilà, on C'est en drôle que tu discutera de ça. parles de ça, parce que Hein? oui, on en discutera une autre fois, mais juste que ça me donne envie de rebondir quand même. C'est que ce truc d'accouchement, tu vois, moi justement, j'ai écrit et ça a été d'une fluidité absolue, parce que en fait, vraiment, quand j'ai écrit, c'était je ne me juge pas. Je crois que j'étais à un moment de ma vie où j'étais en capacité, j'avais fait suffisamment de travail sur moi, de ne pas me juger. Et donc de pas me dire c'est bien, c'est mal, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. J'écris et je m'éclate et c'est tout. Et c'est aussi pour ça que je l'ai gardé pour moi au départ. Et quand c'était suffisamment affirmé, au bout de 100 et quelques pages, j'ai dit à mon conjoint, oui, bon, en fait, je faisais pas rien pendant toute la journée. C'est pas mon style. Donc du coup, voilà, il y a vraiment ce truc de je m'éclate. Et peut-être que ça aussi, tu vois, ça peut faire partie des appréhensions. Parce que, et ça a toujours été le cas pour moi, justement, dans les choses qui me passionnent, la peinture, l'écriture, c'est que souvent, la peinture, on a pu me dire, ah, mais moi, je serais prêt à te payer 1 000 € pour acheter ton tableau, machin. Ouais, ben, je sais pas quel prix ça a, quel coût ça a. Et en fait, surtout, c'est est-ce que j'ai envie que ça devienne une profession? Parce que justement, ce côté ludique, loisir, qui est liberté absolue, on sait très bien qu'on l'a plus de la même manière quand ça devient une profession. Enfin, on sait très bien. C'est à soi de poser les limites et tout ça, le cadre. Là aussi, on peut tout nuancer, mais en tout cas, ça rentre dans autre chose, quoi. C'est plus Quand son ça devient une fin en soi, euh, c'est plus la même approche, effectivement. et du Ouais. coup, je pense que c'est aussi ce que j'avais besoin de processer, Ouais. de digérer. Puis malgré tout, j'ai accouché d'un autre truc, c'était me reconvertir, ouvrir mon cabinet et tout ça. Donc, et d'un bébé. Et donc, C'est cool, tu en as eu des accouchements là. voilà, il y en a eu des accouchements. Donc, voilà, mais peut-être qu'il est temps d'éditer ce roman, en tout cas d'essayer. C'est marrant que tu parles de ça justement, parce que pour toi, tu disais ça n'a pas été douloureux, tu étais plutôt dans
j'ai envie de dire, tu me dis si je me trompe, mais dans un état de flow, en fait, où tu écrivais et puis ça allait, quoi, tu vois. Et ça t'énergisait, c'est pas quelque chose qui te drainait. Et pour moi, ça en dit long, en fait, sur ce qu'on a envie d'apporter, en fait, et ce qu'on est destiné à faire à un instant T, hein, parce que évidemment, c'est des choses qui peuvent changer. Si après, ça en devient, comme tu dis, un travail et que tu as des deadlines, il faut absolument que tu écrives le bouquin, parce que l'éditeur, c'est plus du tout la même approche. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, on a eu tellement tendance à zapper, en fait, ce besoin d'épanouissement, de plaisir, en fait, hein. Là, j'ai envie de faire, j'ai envie de partir sur les besoins, même si ça fait un moment qu'on parle et que je me dis, voilà, si on commence à parler de besoins, mais, mais je trouve ça marrant à quel point, en fait, on a tendance à zapper ça, quoi, de se dire, mais en fait, là où je suis bien, c'est peut-être ce que j'ai envie de faire, en fait. Tu vois. Et ça, c'est une boussole qui est hyper puissante. Ouais. Et c'est ça, c'est ce dont on parlait sur les valeurs, c'est que c'est, en fait, si ça nous fait vibrer, si ça nous anime, moi, la joie, elle vient en quatrième. Sincèrement, il y a un moment donné où, dans la hiérarchie des valeurs, ça peut être toujours, mais en fait, c'est un truc, l'enthousiasme. Je dis souvent aux gens, l'enthousiasme, la joie, là où ça vous fait vibrer, c'est là où il faut aller. Et vous pouvez pas vous planter. Vous n'aurez jamais de regret à suivre ça, en fait. Et même si on se plante dans le sens il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas grave parce qu'en fait je me suis éclatée quoi. Et est-ce que c'est pas ça un peu le sens de la vie quoi, de prendre du plaisir. Donc du coup oui, moi c'est vrai que c'est un truc qui me drive beaucoup. Alors après je pense que je suis un petit peu un cas d'école sur la multipotentialité, c'est que moi je l'ai découvert sur le tard et que j'en ai jamais souffert. J'ai toujours trouvé ça. Je me suis dit, c'est trop bien, en fait, d'avoir une casquette, voilà. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu. Mais par contre, je peux comprendre complètement tous les aspects qui font souffrir dans la multipotentialité. Mais voilà, c'est peut-être parce que c'est venu à un point de ma vie où il y avait une forme de maturité émotionnelle, un travail sur soi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours vu ça comme un atout. C'en était un dans mon travail. Je touchais à tout. Quand il y a j'ai pas été obligée de me reconvertir, mais je me suis dit, bah pourquoi pas, je peux le faire, donc j'y vais. Enfin voilà. Mais en effet, il y a un truc commun à tout ça qui a fait que je le vis bien, c'est que je n'y vais pas si ça vibre pas, si ça m'anime pas, si ça voilà. Et pourtant j'en ai des projets. Et ce qui a fait que je suis allée voir le parcours, c'est aussi que j'avais beaucoup de projets et que je savais plus sur lequel partir. Et ça, c'est un truc super compliqué. Mais c'était pas une souffrance, c'était plus un truc de se dire bah, j'ai vraiment envie de définir là où ça m'éclate le plus, quoi. Là où j'aurai le plus d'énergie, d'enthousiasme. Voilà. Et au final, c'est rigolo parce qu'il y a le livre et puis il y a tout ce dont on est en train de parler. Donc, peut-être remettre ça au cœur de mon métier et de mes projets. Mais justement, avant qu'on parle des projets actuels et ce que tu as envie de mettre en place maintenant, j'avais envie de revenir vite fait, tu vois, sur, si je comprends bien par rapport à ce que tu nous as dit, c'est que même au moment où tu n'étais pas capable de mettre un mot dessus, sur ta multipotentialité, tu l'as jamais vécu comme une souffrance, en fait, le fait d'être multicasquette, d'être, comme tu as dit tout à l'heure, un couteau suisse dans ton travail. Tu as plutôt vu ça comme un atout. Mais même, je veux dire, très tôt, même avant la vie professionnelle, c'est quelque chose, tu t'es vu justement avoir des intérêts multiples Alors, et bah non, voir ça d'un bon œil ou pas? je l'ai su sur le tard. Ouais. En gros, enfin, je l'ai découvert. Je pense que c'était là depuis toute petite parce que, par exemple, on parlait je suis allée vers la médecine, vers le droit, mais je me rappelle créer des affiches très très style marketing, publicité, créer des slogans de parfums, de trucs. J'étais fille unique et même si je vivais beaucoup avec mon cousin et ma cousine, qui sont comme des frères et sœurs avec lesquels je faisais beaucoup de jeux, je faisais aussi des moments toute seule où je m'imaginais mais un milliard de mondes et jamais, je ne me rappelle, m'être ennuyée dans le sens où justement j'avais toujours de l'imagination, de la créativité pour nourrir ça. Par contre, je sais qu'il y a des signes d'ennui qui étaient là. Par exemple, je ne pouvais pas regarder la télé sans faire quelque chose. C'est-à-dire que regarder la télé, juste regarder la télé, non, il fallait que je m'occupe les mains, il fallait que... Voilà. Mais bon, petite, j'avais les ressources pour ça. Et après, donc du coup, les études, moi, enfin l'école et tout ça, j'ai toujours été moyenne. C'est vraiment dans les études supérieures, à partir du moment où j'ai fait le droit, où je me suis vraiment révélée et j'ai eu plutôt des notes très bonnes. Mais je pense que parce que justement, c'était plus
plus ciblée, que je pouvais plus connecter à des choses qui faisaient sens pour moi et pas trop générales. Et après, en fait, c'est quand j'ai perdu mon père en 2014, je pense que le process de deuil, justement, m'a aussi... je me suis tout de suite dit, bon, bah, je vais aller voir quelqu'un pour m'aider. Et en fait, c'est rigolo parce que je parlais très rarement du deuil, en fait. Je parlais de plein de choses. Et c'est là où j'ai eu aussi ce premier job qui a été très touche à tout, multicasquette. Mon boss, le jour de mon départ, il m'a dit bon bah c'est vrai que s'il y a une chose un sujet dont on savait pas quoi faire, mais qu'on savait qu'il allait être bien géré, c'était chez Lola. Hop, voilà, le RGPD, hop Lola, voilà, tous les trucs comme ça. Et du coup, c'est vrai que moi je l'ai vraiment pris. Bah, peut-être justement, je venais de perdre mon père, ça c'était un vrai truc triste. Et donc du coup, bah, à côté ça, il y avait toute la joie de se dire, bah, on peut faire plein de trucs. Après, si j'ai pas envie, je peux aussi poser mes limites. Après, j'ai toujours eu du cœur à fond, alors du coup, je t'ai toujours su dire non, je sais pas, ça m'a aidé. Mais voilà, et je pense que aujourd'hui, tu vois, quand tu me disais, oui, t'avais ce truc même dans l'hésitation, voilà, ben, c'est qu'en fait, j'ai aussi, comment dire, j'ai eu mon petit et je me suis dit, bah, de toute façon, là, ma priorité, là où tout s'animait, c'était m'occuper de mon bébé, passer du temps avec lui, ça passe tellement vite et tout ça. Et donc, en fait, mon job est devenu un peu plus secondaire, là où au départ, c'est vrai que j'avais vraiment la valeur travail hyper forte. Et par contre, je me suis dit, le challenge, ça va être d'être persévérante. De voir pour une fois, même s'il y a des choses intellectuellement où tu n'es pas suffisamment stimulé, voir ce que ça donne dans ton profil, de tenir un peu le coup, de s'accrocher, de durer un peu. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai vraiment trouvé du plaisir en fin de compte. Donc, je pense que justement, on a un peu ce sentiment qu'il faut qu'on switch tout le temps. Mais je pense que c'est aussi... il n'y a pas que la multipotentialité, il y a aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui où il faut que tout aille vite, etc. Mais on peut très bien switcher tous les 5, 10 ans et s'épanouir en trouvant d'autres centres d'intérêt dans notre travail, persévérer sur quelque chose, aller plus en profondeur et nourrir quand même notre aspect, je sais pas, notre curiosité et tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai découvert aussi de cette manière-là. Donc, je me suis challengée sur la persévérance et je me suis dit, tu as le temps, tu vas trouver quelque chose qui t'enthousiasme vraiment parmi tous ces projets et tu te donneras et tu auras les moyens de réussir quand tu seras décidé. Et là, actuellement, alors, c'est quoi les projets qui t'animent en particulier? Alors, tu vois, on en revient à l'instant présent, plus que de se projeter trop loin. J'allais te dire, bah, l'été, avec mon petit, qu'est-ce qu'on va faire de nos vacances? Quelle nouvelle découverte je vais pouvoir lui offrir? Et puis même à moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression de refaire toutes mes premières fois à travers lui. Je trouve ça génial. Ouais. Et donc ça, c'est mon projet. Après, sur le plus moyen terme, bah, il y a le livre dont je parlais. Et puis, je pense qu'il y a un truc justement, comme je disais tout à l'heure, de voir que à travers le sujet émotion dont on a beaucoup parlé, émotion, besoin, l'amour de soi, enfin il y a des sujets comme ça qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'adore bosser avec mes patients, je vois à quel point ça les aide. Et donc en fait, je me rends compte que c'est d'autant plus trouver, justement, définir ma patte, ma valeur ajoutée sur ces sujets. Je les aborde, je le sais, pas de la même manière que tout le monde, enfin que tout le monde ou que de différentes manières, mais je veux dire que un psy peut les aborder, un psychologue peut les aborder, je sais pas, un professeur, parce que les instits, ils parlent beaucoup des émotions, peut les aborder, et pour échanger avec justement toutes ces personnes, et ben en fait à chaque fois on me dit ah bah oui mais t'enfonces pas que des portes ouvertes quoi, tu nous apprends vraiment autre chose, justement à travers les schémas que je peux faire, voilà. Et donc ma créativité associée à ces centres d'intérêt font que peut-être j'ai une pédagogie un peu particulière et j'essaye de définir encore plus précisément ça pour bosser par exemple avec toi et pouvoir accompagner des profils multipotentiels, des entrepreneurs, mais aussi dans mon cabinet en fait, trouver aussi des axes encore plus précis de développement, peut-être accompagner des personnes effectivement un peu plus ciblées. Voilà, donc pour l'instant c'est m'éclater et plonger encore plus dans ces sujets. Ok, bah super, un
un sacré programme. Mais c'est vrai que j'ai hésité à en parler, mais maintenant, plus que tu l'abordes, effectivement, moi, j'ai toujours aimé l'approche, ton approche et ton côté pédagogique aussi sur toutes ces questions-là, et les émotions, les besoins, les valeurs, etc. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler avec toi et on l'a fait. Et je pense qu'on va être amené à travailler ensemble sur le parcours, sur l'accompagnement des entrepreneurs, etc. Et je me réjouis de ça, vraiment. Ouais. Bah, ça, pour le coup, ça a été aussi une vraie source d'enthousiasme dont je parlais tout à l'heure. Et on sent, voilà, quand il y a quelque chose qui se crée, il y a un feeling, je sais pas, ça rebondit, quoi. Voilà, c'est trop cool. Et bah, moi, j'ai hâte. Ouais, totalement, totalement. Bon, on vous en reparlera de toute manière. Nous, notre but, c'est toujours d'améliorer ce qu'on propose, de toujours faire en sorte d'avoir le plus d'impact possible et que ça soit. Et ça passe justement par le fait de collaborer avec des personnes qui ont des approches différentes, des approches de temps en temps, ouais, leur propre regard, leur propre perspective, leur énergie aussi qu'ils apportent dans une équipe. Et pour nous, c'est super important. Donc voilà, donc, c'est top. On passe aux questions rapides, parce que sinon on est parti pour des heures. Allez, rapide. Petite question rapide. Moi, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question. Vas-y. Je l'ai rajoutée il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, elle me parle beaucoup. Et je pense qu'elle parlera beaucoup au multipotentiel. Si tu pouvais te réveiller en ayant une toute nouvelle compétence de ton choix, ça serait quoi? Écoute, moi, franchement, je pense que ce serait vraiment, je me réveille, hein, je fais pas d'effort. Ce serait parler anglais. C'est marrant, il y en a beaucoup qui me parlent des langues. Ah ouais, parce qu'en fait, tu vois, justement, il y a un truc dans les projets, en gros, de ce qu'on vient de dire, c'est aussi permettre, j'ai dit à des personnes plus ciblées, mais en même temps, mon projet, c'est aussi de pouvoir transmettre cette approche des émotions, des besoins au plus grand nombre. Et donc, du coup, je crois que l'anglais, ça me permettrait ça, surtout que en téléconsultation, j'ai accompagné des gens vraiment du monde entier, francophones, expatriés ou des Canadiens, et en fait, parfois, je me disais, mais c'est dommage, en fait, si je peux avoir des gens qui vivent là-bas, pourquoi je pourrais pas le faire en anglais? Après, il y a aussi des fois la barrière de la culture qui est encore un autre aspect pour de l'accompagnement psychologique, mais sur les émotions, franchement, ça s'y prêterait trop. Donc, l'anglais, et puis même pour voyager, puis j'aime bien cette langue, je la trouve cool. Okay. T'as des bases quand même, ou enfin, ce que tu veux dire, c'est non, ok. Non, mais Sans dire, ok, en fait, je comprends plutôt bien. Par contre, j'ai vraiment ce syndrome français de la honte de parler. Ton accent. Mais en vrai, je comprends plutôt bien. Tu Alors vois, qu'ils adorent en plus. des films vu que je disais j'aime pas trop regarder, juste au début je mettais les sous-titres et puis en fait je me suis rendu compte que je faisais des coloriages, des trucs comme ça, et que je continuais de suivre, donc en fait je comprends, mais oui, et puis en fait c'est aussi surtout le fait de s'exercer, de pratiquer, Ouais. parce que j'ai pas eu la chance de faire, enfin pas eu la chance, et en même temps ça a pas fait partie de mes choix, mais de faire Erasmus ou des choses comme ça dans mes études. Donc, mine de rien, il n'y a pas cette pratique du quotidien, et on en parlait avec des personnes récemment. On disait que quand tu pratiques l'anglais, par exemple, dans un métier, même ça te fait pas pratiquer l'anglais réellement. C'est-à-dire que c'est un des termes très techniques. Ouais. Puis tu passes à côté tu sais même plus dire fourchette, couteau. Donc, voilà quoi. Donc, ouais, mais aussi parce que je pense qu'il y a une part de moi qui aimerait aller vivre à l'étranger pendant un temps, pour voir, Ouais. pour expérimenter, pour ouvrir encore plus mon esprit et tout ça. Quel est le sujet, alors si tu devais en choisir un, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, quel est le sujet qui te fascine au point que tu pourrais en faire un cours? Là, demain, là, on te dit, ok, tu fais un cours sur ça. Bah, les émotions. Les émotions? Okay. Ouais. Mais en effet, il y en a beaucoup. J'imagine. Qu'as-tu changé ou appris au cours des 5 dernières années qui a eu un impact significatif sur ta vie? Ça, ou un investissement que tu as fait, si tu préfères. Voilà. Soit quelque chose que tu as changé, soit un investissement que tu as fait en temps ou en argent. En fait, alors tu me parles des 5 dernières années. Pour te répondre, ça me projette plutôt dans les 10 dernières. Mais en gros, quand je suis venue vivre en Bretagne, j'ai trouvé ça relativement dur de créer des liens sociaux, justement, enfin, de nouer vraiment des amitiés. Je pense particulièrement parce que déjà j'étais en télétravail pendant longtemps, ensuite il y a eu le Covid, donc ça n'a pas favorisé, mais les Bretons, même si je les trouve non mais ils sont hyper accueillants, hyper polis, franchement je trouve que c'est
c'est des personnes qui sont vraiment gentilles, mais qui sont aussi un peu sectaires, ils le disent eux-mêmes. Hein. Et donc, pas forcément facile à intégrer, quoi, en termes d'amitié et tout ça. Et de toute façon, on se fait pas des amis comme ça en 2 secondes, à part quelques coups de cœur amicaux, mais voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça assez difficile. Et c'est là où, en tant que multipotentiel, et je pense aussi pas mal de gens, même sans ça, on peut avoir tendance à se suradapter un peu et on se perd là-dedans. Donc là, on va dire que depuis 5 ans, c'est le truc que j'ai vraiment appris, même si ça a pourtant tout le temps drivé ma vie, bah, comme quoi on peut toujours avoir des choses qui font qu'on s'égare un peu, c'est d'être moi-même à 300%. Parce que je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un d'authentique, et si j'essaie de me suradapter, bah, ça fonctionne pas en fait. Je crée pas des vrais liens, ou alors je crée des liens, mais moi, ça me fait pas vibrer plus que ça. Donc vraiment, les gens avec qui j'ai envie d'être, c'est et qui m'acceptent, c'est ceux avec qui ça match quand je suis moi, dans tous mes états, quoi. Tu peux pas être accepté pour qui tu es si tu es pas prêt à te montrer tel que tu es, en fait. C'est ça, en fait. Et ça, c'est difficile à intégrer et à vivre quand tu as justement cette capacité d'adaptation, mais que tu l'as surutilisée et tu t'es suradapté, en fait, au point de t'oublier complètement. Bah, pour le coup, moi, ce qui m'a énormément aidé là-dessus, je pense, c'est pour ça que je dis que c'était déjà là avant. Après, on a toujours des choses qui font qu'on se perd un peu, des challenges de vie qui font qu'on s'égare et faut qu'on se remette sur la bonne voie. Mais c'est le travail sur l'amour de soi. Vraiment, justement, alors je dis toujours aux gens, sans soi, un peu la terminologie courante pour fourre-tout, mais en réalité, la confiance en soi, c'est plus sur notre capacité, se sentir capable de faire, etc. Alors que l'amour de soi, c'est justement s'accepter inconditionnellement. Et ça veut pas dire ne pas s'encourager ne pas, mais c'est l'acceptation sans jugement, sans bien, sans mal, voilà. Et en fait, franchement, d'avoir bossé là-dessus et d'avoir, voilà, un amour de soi solide, et pas faire du hors-piste, hein, dans le sens devenir égoïste, narcissique, autocentré, alors vraiment pas, mais vraiment avoir un truc solide d'amour de soi, et ben ça permet justement d'être entier et de voir que c'est fluide, en fait, et que ça peut marcher que comme ça. Parce que si on s'aime soi dans ses imperfections aussi, ben, on aime mieux les autres dans leurs imperfections. On est vachement moins jugeant, en fait. On accepte, et voilà. Donc, ouais, petit tips pour pouvoir, pour pouvoir justement être soi, et que ça marche mieux avec les autres, bah, c'est peut-être bosser sur cet aspect-là. Ouais, totalement. Ouais, je te rejoins complètement sur ça. Il y a eu, il y a une image que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps, où le gars disait est-ce qu'en regardant un arbre, on se dit il est trop petit, trop grand, trop machin, etc. Non, en fait, il est tel qu'il est, en fait. Tu vois. C'est un arbre. Voilà. Ou un animal, ou quoi, tu vois, c'est un arbre. Quoi. Et pourquoi on Mm. ne fait pas la même chose avec nous? On est tel qu'on est, en fait. Tu Mm. vois, c'est tout. Avec les côtés de temps en temps qu'on a honte de montrer, ou qu'on a du mal à vivre aussi, parce qu'on s'auto-juge sur des parties qui sont. Enfin, on est très difficile avec nous-mêmes souvent. Donc, effectivement, voilà, se dire, en fait, on est tel qu'on est. Quoi. J'ai oublié de te mettre dans la liste parce que ça, c'est question rapide. Souvent, je les communique avant. Mais c'est vrai que je n'ai pas mis une question qu'on m'a toujours posée, que je te pose quand même. C'est un livre. Est-ce qu'il y a un livre que tu as tendance à conseiller ou à offrir? 100 ans. Ok. 100 ans. Tout ce que tu apprendras dans la vie. Et en fait, il y a des illustrations avec... je trouve ça trop bien, en fait. Ça parle de la tristesse, ça parle de la joie, ça parle de l'amour, ça parle de... Voilà, si j'ouvre une page au pif, 91 ans, qu'il est bon d'avoir un vieil ami. Voilà. Et, avec des petits... et enfin, j'adore. Je trouve que, pour le coup, à offrir, à regarder, se replonger dedans de temps en temps, et ben, ça dit ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est l'instant présent. C'est tout ça qui... Voilà. C'est marrant, quand tu me l'as montré, j'ai commencé à penser à plein de personnes qui feraient beaucoup ce livre. Ça me fait des bonnes idées cadeaux, merci. Ouais, c'est une bonne idée cadeau, en effet. Ok, on termine par, pareil, un classique aussi. Est-ce qu'il y a une phrase, une idée, une citation qui t'accompagne en ce moment? Ouais, alors ça, il y en a... En fait, en vrai, j'en ai pas mal qui m'accompagnent. Certaines qui m'accompagnent depuis plus longtemps. En ce moment, en fait, c'était une image que j'avais vue où, en gros, c'était la façon dont on voit le monde dépend de la façon dont on le regarde. Ça m'a fait penser à ton arbre, là, d'ailleurs, tout à l'heure. Et c'est que, en fait, l'image, c'était un prisonnier
qui était au fond de son, comment on appelle ça, de sa cellule, voilà, merci, et qui voyait les barreaux, du coup. Voilà. Et donc ça, c'est la première image. Et la deuxième image, en fait, on voit plus les barreaux, il est collé, et dans une toute petite fenêtre, on voit dehors le ciel bleu, des oiseaux et un arbre, quoi. Et j'ai trouvé ça chouette, et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'avais déjà vu, mais qui m'avait pas autant parlé que là, et je suis vraiment là-dedans, en fait. Je me dis, voilà, aujourd'hui, il fait beau, il y a mais peut-être que je redécouvre à travers le regard de mon fils aussi. Ouais. Et je trouve que ça joue beaucoup. Mais ouais, ce serait excellent. Et tu dis que il y a d'autres phrases, peut-être une autre, qui t'accompagne depuis plus longtemps que ça? Ouais, il y en a plein. Alors après, ça, par exemple, c'est pas une citation, mais suivre son enthousiasme et prendre ses peurs par la main. Je dis tout le temps ça à mes patients. J'ai une petite métaphore qui accompagne ça, et j'adore leur dire ça. Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Alors l'autre, je sais plus de qui elle est, mais ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. C'est vraiment des trucs qui me... Et c'est vrai, c'est rigolo parce que je trouve qu'elles résonnent toutes bien avec les multipotentiels. Ouais, c'est clair. donc voilà, c'est ce genre de phrase. Bon, mais Lola, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes veulent prendre contact avec toi? Alors, on peut me retrouver sur mon site internet, soit en tapant Lola Barrière sur Google, soit mon site, c'est Lola Barrière, tout attaché avec 2 R, _du6 thérapie.fr. Voilà. Et on peut aussi me retrouver sur Instagram, voilà, un petit peu partout. Bon, mais super. Lola, merci. Merci infiniment. Merci à toi, Julien. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un commentaire et partager l'épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin, tu trouveras sur cameo.fr, KMEO.fr, des ressources pour mieux comprendre et t'épanouir avec ton fonctionnement. Merci d'avoir écouté et à très vite.